Bien. On est largement dans les clous du quart d'heure marseillais, qui est d'ailleurs un quart d'heure international. J'en ai entendu parler à peu près sous tous les horizons. Merci aux plus matinaux d'entre vous. Hier, ça s'est bien passé. On ne vous cache pas que pour Jean-Marie, Jean-Loup et moi, nos angoisses sont liées à la qualité de la connexion et des lignes. Hier, ça s'est très bien passé. On a même des auditeurs distants qui ont eu la gentillesse de laisser un mot très positif à Pierre et Loïc. Donc ça veut dire que la qualité de la ligne sortante est de bonne qualité et que nos confrères, consoeurs qui sont à distance reçoivent bien. Alors aujourd'hui, ça va être un autre challenge puisqu'on va aborder les orateurs distants. Donc on espère qu'on aura une bonne connexion de eux vers nous et de eux vers eux, les autres orateurs distants. Je vous rappelle que l'an dernier, c'était une expérimentation que nous faisions du fait des sorties de Covid et des relatives limitations de circulation qui existaient encore. Et ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est qu'on fait plus que doubler le nombre de participants. Donc ça, c'est quand même très positif pour nous. Donc au passage, les deux hommes de l'ombre, Loïc qui redouble et Pierre qui est nouveau, mais il n'y a pas de souci. Voilà, il faut savoir les remercier pour le boulot qu'ils font. Merci. Alors l'an dernier, c'est toi, Patrick, qui présidait cette même session à la même heure. Peut-être. Oui, que tu avais essuyé les plâtres, c'est le cas de dire. On a vu un souci de connexion. Donc, vrai. on espère que tu n'es pas le chat noir. Sinon, l'an prochain, on le déplacera sur une autre session. Hein, rassurez-vous. Voilà. Je te laisse accueillir tes orateurs. Merci. Je te donne le micro pour toi. Présenter. Bonjour à toutes et à tous. Alors, d'aucuns disent que l'avenir sourit à ceux qui se lèvent tôt. Donc, je ne sais pas si cet adage va être validé ce matin. Et donc, on va commencer par accueillir Pierre Crozier. Alors, Pierre Crozier, il est pharmacien, il a une formation en santé publique. Et puis, il travaille à l'Agence française de développement. Donc, l'Agence française de développement, qui est un gros financeur sur les systèmes d'alerte, dont il va nous parler. Donc, il a aussi une expérience au niveau des ambassades. Il a travaillé donc au Congo, Burkina Faso, Tchad, donc il a une expérience africaine. Donc on va l'écouter pour nous parler du financement des institutions de veille sanitaire vers une approche intégrée. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Donc je vais commencer également par remercier toute l'équipe du Pharo, donc au nom du groupe AFD, de nous avoir invités. Et donc j'ai l'honneur et la charge de pouvoir vous faire cette présentation ce matin, très tôt, effectivement. Donc consacrée au financement des instituts de veille sanitaire donc par l'AFD. Et on a choisi de mettre dans le titre « Vers une approche intégrée ». Donc vous verrez de quoi nous parlons. Alors, on revient sur le mode de présentation. Voilà. C'est bon ? Parfait. Très bien, je vais commencer par quand même vous présenter ce que l'on appelle désormais le groupe AFD, puisqu'il y a eu quelques changements cette année. Donc un rappel, c'est que le groupe AFD donc, a un statut d'établissement public à caractère industriel et commercial, mais c'est également une institution financière spécialisée avec un statut bancaire, d'où toutes les exigences pour ceux qui nous pratiquent, toutes les exigences que l'on peut avoir en termes procédurales, qui sont principalement liées à cette rigueur liée au statut bancaire. Nous sommes donc à travers ce groupe chargés de mettre en œuvre la politique de l'aide publique au développement française, et nous avons donc une triple tutelle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, du ministère des Finances et des Outre-mer. Le groupe AFD, donc c'est un réseau mondial avec ses deux filiales désormais, donc Proparco qui était déjà
une filiale historique, j'allais dire, de l'AFD, qui est consacrée plus au secteur privé. Et depuis le début de cette année, officiellement, donc Expertise France, donc l'agence de coopération technique qui a intégré le groupe AFD, qui est vraiment une filiale maintenant à part entière de notre groupe. Et donc nous travaillons désormais ensemble. Donc le groupe AFD, nous sommes présents dans 85 pays à travers des agences et nous intervenons par contre dans 115 pays. C'est un personnel de 3000 employés, donc répartis au siège, environ la moitié au siège, et nous gérons environ 4000 projets par an. Voilà nos principales zones d'intervention. Donc, vous voyez, en termes de chiffres, on est principalement sur l'Afrique, mais également donc, en deuxième position sur l'Orient, ce qu'on appelle nous, la zone géographique Orient, qui va du sud-est asiatique, qui comprend également la péninsule arabique. Également, de plus en plus de présence au niveau de l'Amérique latine, et puis une quatrième zone d'intervention que nous appelons les trois océans, qui comprend donc l'océan Indien, le Pacifique et l'Atlantique, avec des projets notamment sur les Caraïbes, mais je vous en dirai un peu plus après. Au sein du groupe AFD, et donc, nous avons une division santé et protection sociale, que je vais rapidement vous présenter. Donc, c'est en gros 22 experts au niveau du siège, un responsable d'équipe projet qui s'apprête à partir au Mexique, donc qui va représenter la division au niveau de la région Amérique latine, puisqu'on a de plus en plus de demandes à ce niveau-là. Et puis une plutôt qui est présente au niveau de l'océan Indien et qui réside d'ailleurs à La Réunion. Nous sommes donc répartis en 3 secteurs ou 3 pôles, donc un pôle santé publique, un pôle hôpitaux et un pôle protection sociale. Les engagements financiers en 2021, pour vous donner une idée du volume financier que ça représente, on a engagé en 2021 826 millions d'euros, dont un tiers était consacré à des projets en Afrique, un quart sont des subventions et 3 quarts sont des prêts. C'est l'occasion de vous présenter quelques outils financiers qui sont à notre disposition pour appuyer donc les partenaires. On a d'abord effectivement les subventions, donc les subventions du ministère des Affaires étrangères, bien sûr, donc du gouvernement français, les prêts, également de l'aide budgétaire, donc aux politiques publiques en général, et puis de plus en plus, nous avons des crédits délégués de l'Union européenne que nous gérons. Alors, au niveau de la division santé et protection sociale, nous intervenons dans un cadre stratégique, on appelle ça un cadre d'intervention sectorielle. Le dernier a pris fin en 2019, mais avec la pandémie de Covid, il a glissé jusqu'à cette année et nous sommes en phase quasiment de finalisation d'un nouveau cadre d'intervention sectorielle du groupe, de la division plutôt, qui couvrira la période 2023 et 2027, avec 3 grandes priorités, 3 blocs de priorités, on va les appeler, donc les biens communs en santé, les ressources humaines en santé et le renforcement des systèmes de protection sociale. Alors vous verrez par rapport au sujet que nous avons à traiter aujourd'hui, que l'axe 1 qui est consacré à l'amélioration de la sécurité sanitaire au niveau national et régional selon une approche One Health, donc est bien positionné et c'est cet axe-là que je vais développer de suite. Donc cet axe, on a fixé 4 objectifs opérationnels qui sont tout d'abord le renforcement de la surveillance épidémiologique et de l'investigation des risques sanitaires. Deuxième axe, objectif opérationnel, c'est le renforcement des laboratoires et des réseaux de laboratoires intégrés ou coordonnés. Troisième objectif, c'est le renforcement de la coordination encore, mais pour la prévention et la préparation et la réponse aux urgences sanitaires. Et enfin, un axe de soutien à l'innovation et à l'expertise qui va s'appuyer principalement sur les partenariats que nous avons de longue date avec des fondations, avec le Pasteur Network par exemple, mais également la NRS-MIE, désormais l'IRD, et de plus en plus, dans le cadre de l'initiative Présode, notamment avec le CIRAD,
nous développons donc ces partenariats à travers des projets qui mettent en avant l'innovation et l'excellence et l'expertise française, bien sûr. Donc le soutien de l'AFD à la sécurité sanitaire internationale, c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est un engagement de longue date auprès de réseaux régionaux de veille sanitaire, avec quelques projets emblématiques que je vais vous présenter rapidement. Le premier est celui qui a été... un projet, le premier projet d'appui à un réseau de veille sanitaire, c'est l'appui au réseau Sega One Health de la Commission de l'océan Indien, qui est donc financé par l'AFD depuis 2008. Nous en sommes à une troisième phase du projet, cofinancée par l'Union européenne d'ailleurs. Et donc, ce réseau est appuyé depuis 2008, pratiquement à sa création, qui a fait suite à l'épidémie de chikungunya qui a sévi dans les années 2005-2006 et qui a touché tous les États de cette zone de l'océan Indien. Donc, l'objectif de ce projet est d'améliorer la surveillance épidémiologique et la gestion des alertes et la riposte face aux risques épidémique, mais également aux risques zoonotiques, d'où l'approche intégrée dont nous parlions initialement. Donc avec 4 grands blocs d'activités, j'allais dire. Le premier, c'est vraiment le renforcement de la surveillance. J'ai sorti quelques petits résultats déjà opérationnels. C'est la mise en fonction d'une plateforme régionale commune pour la santé humaine et la santé animale. Le développement également de modules DHIS2 pour la santé animale et également de modules DHIS2 pour la consolidation des données du niveau national au niveau régional. En termes de formation aux ressources humaines, c'est vraiment aussi un leitmotiv désormais dans chacun de nos projets, c'est de pouvoir produire des ressources humaines en santé, améliorer les compétences. Et donc là, pour le coup, sur les 3 phases de projet, on a eu presque pratiquement 600 bénéficiaires, dont 80 épidémiologistes de terrain. Qui ont été formés. On a un objectif de 300 à terme de ce projet d'épidémiologistes de terrain au niveau des 5 États membres. Au niveau laboratoire, donc c'est le 3e bloc d'activité aussi, bien sûr, qui contribue au renforcement, à la prévention, à la notification des alertes. C'est donc un renforcement en équipement, mais également en système de management de la qualité, en contrôle qualité externe. Un contrôle qualité externe qui a été mis en place récemment sur les arboviroses notamment. Et puis, de plus en plus, la surveillance régionale des résistances aux antimicrobiaux. Enfin, un paquet d'activités aussi qui est pratiquement un dénominateur commun de tous nos projets d'appui à la veille sanitaire, c'est également la surveillance du risque vectoriel avec, entre autres, la surveillance de la résistance aux insecticides, mais également une surveillance entomologique. Et sur ce volet-là, également, on peut signaler qu'il y a un réel besoin de formation en ressources humaines. On a de moins en moins d'entomologistes dans les pays partenaires et c'est une vraie demande aujourd'hui. Sur tous les réseaux de veille sanitaire que nous appuyons, c'est une demande récurrente. Deuxième projet que je voulais vous présenter, c'est un projet qui donc appuie depuis 2017 le réseau océanien de surveillance de la santé publique, donc un projet de 5 millions d'euros. Et donc, qui appuie donc la communauté du Pacifique Sud, qui comprend environ 22 États et territoires insulaires d'Océanie, dont des départements français, donc on a la Nouvelle-Calédonie, on a la Polynésie française. On a également d'autres États membres comme les Vanuatu, les Fidji qui sont majoritairement appuyés à travers ce projet. Donc là encore, ce réseau océanien de surveillance de santé publique, on a 3 objectifs. C'est le développement des capacités du réseau en matière de surveillance et de réponse. Donc également, on a des certifications en épidémiologie de terrain, des masters de plus en plus, avec, c'est à signaler, on intègre beaucoup cette dimension-là dans ces régions. C'est le module changement climatique et santé, donc qui a été développé dans le cadre de ce projet.
Également, on a du renforcement des laboratoires. Et pour ces 22 États membres qui sont donc répartis sur une zone assez immense, on a aussi répondu à la sollicitation de renforcer tout ce qui est transport sécurité des échantillons infectieux, puisqu'on n'a pas de laboratoire de référence dans chacun de ces États insulaires. Ils sont répartis, on a 3 ou 4 labos de référence répartis, et donc le transport sécurisé de ces échantillons apparaissait comme une priorité. Deuxième objectif, c'est d'accompagner la création d'une fonction de surveillance et de lutte antivectorielle, donc à l'échelle régionale. Et là, on s'appuie beaucoup sur l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie, qui est vraiment un centre d'excellence et reconnu dans toute la zone. Également le laboratoire national de Guam et bien sûr l'OMS qui nous appuie, qui appuie plutôt la CPS et le ROSP sur, comme je le disais encore tout à l'heure, la formation d'entomologistes et une cartographie de la surveillance des insectes qui est donc maintenant opérationnelle. Un troisième axe, c'est l'adaptation des interventions et de la stratégie du réseau à l'émergence de nouveaux risques que sont donc l'antimicrobiorésistance. Donc là, à travers cette activité, à travers ce paquet, nous avons développé des activités, bien sûr, de renforcement des laboratoires en matière de surveillance de l'AMR. Je crois que mon collègue va en développer ça après. Et également, un aspect qui était prioritaire pour eux, c'était la diffusion de toutes les bonnes pratiques en termes de PCI, puisqu'à l'occasion de la pandémie de Covid-19, on s'est aperçu qu'il y avait de grosses lacunes dans ces États insulaires. Et sur ce sujet-là. Et puis, bien sûr, le changement climatique qui est vraiment récurrent, enfin une dimension récurrente qui est intégrée dans toutes les actions de façon transversale au niveau de cette communauté du Pacifique Sud. Un troisième et dernier projet emblématique soutenu par l'AFD, c'est le programme ECOMOR dans le sud-est asiatique, donc, qui est mis en œuvre depuis 2013 par l'Institut Pasteur de Paris, avec donc, des institutions et des laboratoires nationaux de santé publique du Cambodge, du Laos, des Philippines et du Vietnam. Et bon, il y avait Myanmar à un moment, mais donc on a arrêté les relations avec depuis le coup d'État de 2021. Donc les activités ont été mises en suspens au Myanmar. Mais également, là, alors du coup, un réseau moins formalisé en termes d'organisation politique et institutionnelle, mais un réseau d'instituts de veille sanitaire et de santé publique qui, jusque-là, a toujours maintenu une dynamique d'échange, une dynamique de transfert d'expertise, de transfert aussi de technologie, et qui donc est toujours dans une très forte dynamique et donc avec des résultats notamment issus des recherches opérationnelles qui permettent donc à ces autorités nationales de ces pays d'adopter des stratégies interventionnelles qui permettent de minimiser les risques sanitaires pour les communautés locales. Également à signaler un module climat et santé donc, qui est développé par l'IRD dans le cadre de ce projet, avec l'intégration également de facteurs climatiques et environnementaux dans le pilotage de la surveillance de la santé et des populations. Et c'est une nouvelle dimension qui est désormais intégrée dans l'intelligence épidémiologique et la surveillance, c'est l'élaboration de cartographies multirisques qui allie donc la surveillance syndromique, la surveillance des événements climatiques et de tout ce qui est données météorologiques, et puis également tout ce qui est données environnementales. Et ces cartographies permettent d'établir des modèles prédictifs qui aujourd'hui sont quasiment opérationnels puisqu'on les intègre au Vietnam et au Cambodge notamment, dans les modules, ils font partie du DHIS2 et sont un véritable outil de prévision d'émergence, notamment sur les épidémies de dengue dans cette région-là, et de leptospirose sur lesquelles nous avons travaillé à travers ces modèles.
Voilà, sur la base de ces projets, et j'en ai cité que 3, mais on en a un certain nombre d'autres projets d'appui à ces instituts de veille sanitaire, je voulais terminer sur justement cet événement, cette pandémie de Covid-19 qui est survenue en 2020. Et donc l'AFD s'est mobilisé sur la base donc, de ces partenariats historiques dans cette riposte dès 2020. Et dès avril 2020, on a pu offrir une réponse donc, sanitaire et sociale à cette crise. Entre 2020 et 2021, ce sont 1,8 milliard d'euros qui ont été engagés donc, et 1,2 milliard en protection sociale. Il y a 35 pays qui ont été appuyés en matière de renforcement des capacités de diagnostic, de surveillance épidémiologique, de dépistage, d'enquête de séroprévalence, de séquençage. Ça pour dire qu'on a été réactif, mais c'était sur la base de cet historique sur le long terme, de partenariat de long terme avec ces réseaux d'instituts de veille sanitaire. Et cela nous a permis d'être réactifs et de pouvoir soutenir donc, ces réseaux. Je citerai notamment donc, le projet AfroScreen qui est toujours en cours, qui donc concerne et vise le renforcement des capacités de séquençage génomique dans pratiquement 13 pays, en lien avec l'Africa CDC, et qui a permis notamment de pouvoir détecter les différents variants de SARS-CoV-2. Et puis, on est intervenu par de multiples top-up, comme on a dit, sur nos projets emblématiques, ces projets de longue date, où on a pu faire des top-up d'1 ou 2 millions d'euros pour consacrer spécifiquement au renforcement de la riposte contre la Covid. Voilà, je vous remercie. J'espère que j'ai respecté les temps. Le modérateur. Merci beaucoup. Ce panégyrique complet, financier, qui montre globalement que l'AFD est un partenaire essentiel dans la surveillance des épidémies. Donc je pense qu'on va faire les questions après, et je pense que la salle aura beaucoup de questions à vous poser. Le second orateur qui doit être présent, est-ce qu'il nous entend en visio? Est-ce qu'on peut lui demander de nous dire... Merci. Alors... Le docteur Salam Ouedraogo est un pharmacien. Il est professeur de microbiologie médicale à Bobo Dioulasso. Il a travaillé essentiellement sur la résistance microbienne. Il participe à un certain nombre de cours internationaux, en particulier à Montpellier. Voilà, donc il travaille dans les pays francophones. Donc il va nous parler maintenant de l'émergence et la diffusion de la résistance aux antibiotiques et une problématique dans les pays du Sud. Donc on va lui donner la parole. Est-ce qu'on peut lui donner la parole? Est-ce qu'il va prendre la parole? Est-il là? Bonjour. Bonjour, chers collègues. Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends bien et espère autant. Parfait. Donc, on va vous donner la parole pour votre speech. Vous avez 20 minutes. On vous préviendra un petit peu quelques minutes avant la fin du temps. Donc, on vous laisse parler de la résistance aux antibiotiques et la problématique explicite dans les pays du Sud. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président des sessions. J'espère que vous voyez mon écran partagé. Absolument. OK, merci. C'est tout un grand honneur pour nous de prendre la parole ce matin pour vous présenter les aspects spécifiques de la problématique de la résistance aux antibiotiques dans les pays du Sud. Comme vous l'avez dit, nous travaillons sur cette thématique à travers des réseaux. Et ma présentation de ce matin va beaucoup souligner les aspects spécifiques qui font que cette émergence et de la diffusion de la résistance constitue une problématique plus accentuée dans les pays du Sud. Comme introduction, nous pouvons définir la résistance aux antimicrobiens de façon générale comme la capacité de ces microbes-là, que sont les bactéries, les virus, les champignons et les parasites, à continuer à se développer en dépit d'une quantité d'antimicrobiens qui devraient inhiber leur croissance ou les détruire. Inutile de rappeler que cette
Cette apparition des antibiotiques a vraiment révolutionné la médecine moderne et avait même créé une euphorie qui malheureusement était de courte durée du fait de cette émergence de la résistance aux antimicrobiens. Et aujourd'hui, grâce à différents mécanismes que nous n'allons pas tout à fait développer dans cette présentation, ces mécanismes étant très diffusibles, ces mécanismes étant partagés par beaucoup de bactéries, il est facilité à diffuser au sein des différents groupes de bactéries, nous sommes arrivés à un moment où la résistance aux antimicrobiens concerne la majorité des bactéries qui existent en médecine humaine ou en médecine animale et concerne toutes les bactéries qui sont responsables de maladies. Donc, c'est devenu un problème majeur de santé publique aujourd'hui. Ce problème de santé publique est beaucoup encore plus exacerbé du fait que il n'y a pas de nouveaux antibiotiques qui sont développés, comme le présente notre image ici. Plutôt. Il y a ces dernières années, quand on prend la courbe de développement de nouveaux antibiotiques, il y a très peu d'antibiotiques dans les pipelines. En conséquence, et pour les raisons objectives de cette absence de développement de nouveaux antibiotiques, pourrait être le fait que dès que les antibiotiques sont développés, quelques années après seulement, la résistance est notée. Donc, ça ne constitue pas un marché important pour que les firmes pharmaceutiques s'y intéressent vraiment avec beaucoup d'enthousiasme. Et l'ensemble de la combinaison de ces deux événements, le fait que la résistance aux antimicrobiens se développe de façon exponentielle et qu'il y a très peu de nouveaux antibiotiques, fait que même au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, on assiste à un événement qui ressemble à un événement avant l'ère des antibiotiques. Parce que beaucoup de maladies humaines qui étaient facilement soignées par les antibiotiques sont aujourd'hui des soucis pour la pratique de la médecine quotidienne. Et l'Organisation mondiale de la santé pense que si l'on ne fait rien, on va assister au requiem des antibiotiques. Le problème est si important que des projections, qu'on allait dire très inquiétantes, ont été réalisées. Parce qu'on pense que si rien n'est fait, dans moins de 20 ans, cette résistance aux antibiotiques vont tuer plus que les cancers et les sida mélangés. Et on pense à des projections de 10 millions de morts supplémentaires par an à partir de 2050 si rien n'est fait. Malheureusement, très malheureusement, les continents défavorisés que sont les continents asiatiques et le continent africain vont payer encore le plus lourd tribut. Et quand on s'intéresse de plus près aux raisons qui font que ces pays-là vont payer le plus lourd tribut pour l'émergence de la résistance aux antimicrobiens, il y a plusieurs facteurs que je voudrais présenter très rapidement à votre auguste assemblée. Quand on se pose la question comment nous sommes arrivés à cet événement d'émergence de la résistance aux antimicrobiens, plusieurs réponses peuvent apparaître. Donc, et parmi ces réponses, j'ai catégorisé en deux principalement. Il y a le phénomène de la coexistence, de la compétition entre les micro-organismes. Il y a le fait que quand on prend de façon intrinsèque, dans la nature ou dans l'organisme, il y a une compétition pour la survie du fait qu'il y a des facteurs intrinsèques que chaque microbe essaie d'occuper un espace donné. Et ceci va se faire par la sécrétion de substances toxiques qui vont empêcher la croissance d'autres microbes. Et c'est sur cette base-là que nous avons assisté à la découverte, pour ne pas dire à l'identification des premiers antibiotiques, et en l'occurrence la pénicilline. Cette compétition va faire que chaque microbe aussi va tenter de s'adapter à son écologie pour que les autres microbes ne prennent pas le bus. Et c'est ce phénomène d'adaptation qui est à l'origine de la résistance aux antimicrobiens. Toute chose qui fait que l'on pense que cette résistance aux antimicrobiens est un phénomène d'adaptation de la population des bactéries qui n'ont rien d'autre à faire que s'adapter ou disparaître au regard de la pression de sélection que fait les antibiotiques sur ces populations. Donc, ce sont les deux phénomènes. La production d'antibiotiques par des microbes autres que les bactéries ou même entre bactéries et l'adaptation de ces bactéries-là à la production de ces microbes. Et quand on se résume avec les phénomènes que nous avons observés depuis la découverte de la pénicilline aux alentours de 1940, on se rend compte que quelques années seulement après la découverte d'un antibiotique,
on assiste à l'émergence des résistances par des mécanismes qui existaient bien avant même la découverte de ces antibiotiques, parce que ce sont des mécanismes qu'on allait dire naturels. Ces deux événements que nous venons de décrire nous font conclure que quand on s'intéresse à la résistance aux antibiotiques, nous pouvons les classer, les facteurs responsables, en deux types. Les facteurs intrinsèques, qui sont les facteurs même d'adaptation des microbes à l'environnement nouveau dans lequel elles vont, ces bactéries-là, être soumises, et il y a les facteurs extrinsèques, qui sont des facteurs qui font que la résistance va diffuser plus rapidement. Et c'est ce deuxième groupe de facteurs qui va intéresser malheureusement les pays à ressources limitées que nous allons évoquer. Parce que de façon, j'allais dire, naturelle, on savait que cette résistance allait arriver. Mais c'est la vitesse à laquelle elle est arrivée, et spécifiquement dans ces pays du Sud, qui pose problème. Quand on considère ces pays du Sud par rapport aux pays du Nord, nous pouvons dire qu'il y a un problème. Il y a un problème parce que les pays du Nord ont une expérience avec les antibiotiques qui date, on allait dire, de presque un demi-siècle. Alors que les pays du Sud, les antibiotiques sont arrivés relativement sont arrivés récemment, si on peut dire ainsi. Comparé en tout cas aux pays du Nord, il y a eu un décalage entre les découvertes d'antibiotiques. Mais quand on s'intéresse à la résistance aux antibiotiques, on voit que ces pays du Sud, les taux et les fréquences d'émergence de la résistance sont plus élevés. Et donc, il s'agit de ces facteurs extrinsèques qui ont beaucoup impacté. Donc, nous allons rapidement faire un tour d'horizon des facteurs qui favorisent l'émergence de la résistance aux antimicrobiens que nous avons pu résumer à travers une revue que nous pourrons vous partager, qui a été publiée dans la revue Médecine et Santé tropicale. Quels sont ces facteurs-là? Le premier groupe de facteurs, j'allais dire, qui est responsable de cette émergence de la résistance aux antimicrobiens dans les pays du Sud, ce sont les conditions socio-économiques défavorables. Quand on pense à la malnutrition, aux mauvaises conditions d'hygiène, à l'inaccessibilité à l'eau potable, ce sont des facteurs socio-économiques qu'on allait dire structurels qui favorisent l'émergence de la résistance et l'émergence des maladies infectieuses. Il y a une augmentation de la prévalence des maladies infectieuses dans ces conditions. Malheureusement, dans ces pays où il y a des conditions socio-économiques défavorables qui favorisent le développement des maladies infectieuses, il y a très peu de personnel qualifié en termes d'infectiologues, en termes d'épidémiologistes ou de microbiologistes capables de poser un diagnostic qu'on allait dire un diagnostic précis et qui devrait orienter le choix du traitement. Toute chose qui va faire que le traitement va être à la limite aveugle, basé sur des traitements empiriques, des antibiotiques, de la littérature, laquelle littérature n'est pas forcément superposée aux pays à ressources limitées. Donc, on va avoir des traitements probabilistes avec des antibiotiques à large spectre qui vont sélectionner par la suite des résistances. Il y a aussi la concentration dans les villes qui favorise la diffusion des infections. Dans la plupart des hôpitaux, comme j'ai présenté dans les images ici, dans les pays à ressources limitées, il y a un manque de structure. Il y a un manque de structure hospitalière pour héberger les patients. Donc, les patients sont dans une concentration telle qu'il y a des échanges très fréquents entre malades dont les gravités sont différentes. Donc, ça favorise l'émergence de la résistance. L'autre élément non moins important, c'est les infrastructures. Le manque d'infrastructures dans nos pays. Dans la plupart des pays à ressources limitées, il y a un nombre très réduit de laboratoires de microbiologie qui peuvent présider un diagnostic microbiologique pouvant aboutir à l'isolement de l'agent pathogène et à l'évaluation de la sensibilité aux antibiotiques. La majorité de nos laboratoires sont résumés à des laboratoires de microscopie pour la recherche de bactéries acido-alcoolo-résistantes ou tout simplement pour faire une microscopie d'une infection urinaire. Dans ces conditions, on pose le diagnostic de la présence du microbe, mais nous n'arrivons pas à évaluer la sensibilité. Donc, ce sont des traitements basés sur des guides de traitement et de diagnostic, lesquels guides ne sont pas
régulièrement mises à jour sur la base d'une épidémiologie locale. L'autre élément non moins important, c'est l'usage inapproprié et la filière non sécurisée des antibiotiques. Dans la plupart des pays à ressources limitées, il n'existe pas de réglementation ni de directive pour la dispensation, l'acquisition des antibiotiques. N'importe qui peut acquérir un antibiotique sur la base de la description d'une symptomatologie, l'utiliser pendant un temps plus ou moins long et arrêter le traitement pour le passer à une autre personne sur la base seulement de l'évocation des signes similaires. Et ceci est un élément très important parce que des antibiotiques de dernière, qu'on allait dire, de dernière catégorie, de dernière classe, qui devraient être sacralisés à l'hôpital par le comité thérapeutique, sont parfois acquis dans les marchés parallèles. Et dans la plupart de nos pays, nous connaissons ces médicaments qu'on appelle les médicaments de la rue, qui posent vraiment un sérieux problème d'acquisition. Les mauvaises pratiques, ce qui se superpose à la diapositive précédente, c'est la délivrance. À partir du moment qu'il n'y a pas de réglementation, les médicaments sont vendus dans les marchés en vente libre, avec la possibilité même d'achat en ligne. Quand on prend un pays comme le Burkina Faso, nous avons réalisé une enquête sur les supports d'acquisition des antibiotiques dans les pharmacies. Et le support le plus fréquent est le message téléphonique. Les gens arrivent dans les pharmacies, ils veulent un antibiotique, on leur demande la prescription, ils n'arrivent même pas à prononcer le nom, ils sortent juste le téléphone, ils montrent le SMS qui a été écrit et le pharmacien lit et délivre le médicament, malheureusement. L'autre élément, c'est la filière non sécurisée des antibiotiques qui exacerbe aussi, parce que même dans les pharmacies, qu'on allait dire les pharmacies conventionnelles, il y a la variété des antibiotiques. Je disais tantôt que les pays à ressources limitées ont eu une expérience récente des antibiotiques, mais du fait de plusieurs sources, il y a eu une prolifération de médicaments avec plusieurs laboratoires dont la qualité des médicaments reste parfois à désirer. Parce que la majorité de ces pays ne disposent pas de capacité d'évaluer la qualité des antibiotiques ou des autres médicaments qui rentrent. Ce qui fait qu'il y a une prolifération parfois de médicaments contrefaits avec un peu les initiatives comme ce sont des initiatives qui étaient certainement basées sur de la bonne foi, mais avec les génériques, il faut que les pays aient la capacité d'évaluer ces médicaments. Et même quand ces médicaments arrivent en qualité dans ces pays à ressources limitées, l'autre problème, c'est la capacité de stockage et de conservation tout au long de la chaîne de médicaments. Il y a très peu de capacité de conserver la chaîne de froid quand on sait que beaucoup de nos pays tropicaux sont des pays où les températures augmentent. Et quand on parle de température ordinaire, ce n'est pas les mêmes températures que nous avons qui permettent la conservation des médicaments. Et donc, on va avoir des médicaments qui arrivent soit sous-dosés ou des médicaments qui perdent en qualité durant tout le processus de conservation. Donc, voici un ensemble de facteurs sur le plan humain auxquels s'ajoutent les facteurs de la filière animale. Parce que dans la majorité de nos pays, il n'y a pas de réglementation. Déjà qu'il n'y a pas assez de ressources humaines pour les maladies humaines, les maladies vétérinaires sont reléguées aussi au deuxième niveau et il n'y a pas de prise en charge des traitements pour les animaux. Et en fait, la maladie animale n'est pas vraiment bien perçue, n'est pas acceptée comme étant un problème de santé publique qui mérite d'aller voir le vétérinaire. Malheureusement, il y a parallèlement une activité d'élevage qui est très développée, même si ce sont des élevages au niveau familial, ce sont des activités qui représentent, qui sont assez importantes pour nos pays. Et dans cette activité d'élevage, beaucoup d'éleveurs vont utiliser des antibiotiques pour engraisser les animaux, soit objectivement parce qu'ils le savent, parce que ce sont des médicaments qui permettent d'engraisser les animaux, ou à l'occasion de maladies animales, vont utiliser aveuglement des antibiotiques. Et cette filière animale de l'utilisation des antibiotiques est un facteur qui exacerbe aussi la résistance. Donc, voici un ensemble de facteurs qui contribuent vraiment à l'émergence et la diffusion de la résistance aux antibiotiques dans nos pays. Et quand on s'intéresse de plus près à l'ampleur de cette menace, particulièrement en Afrique au sud du Sahara, où nous avons consacré aussi une revue
sur laquelle je ne vais pas faire de monographie, parce que c'est une monographie de prévalence, la situation est très inquiétante dans nos pays, parce qu'il s'agit de situations qui montrent que les antibiotiques de dernière classe sont inefficaces à des proportions qui font que pour certains malades, il n'y a pas de solution. On allait dire que la seule solution pourrait être même la prière, parce qu'on a des bactéries pour lesquelles aucun antibiotique n'est efficace à l'occasion d'infections humaines. Qu'est-ce qu'il faut faire pour... Voici un peu le florilège actuel quand on lit l'article que je venais de présenter sur lequel je ne m'attends pas. Il faut donc sauver les antimicrobiens, notamment dans ces pays-là. Quelles sont les stratégies? Ce sont les stratégies qui ont été développées dans les plans d'action mondiaux encouragés par l'Organisation mondiale de la santé et qui est multisectorielle. Il vous reste, chers collègues, il vous reste 5 minutes, s'il vous plaît. Merci. Je pensais moins. Devant cette émergence et la diffusion de la résistance aux antimicrobiens dans les pays du Sud, il y a des stratégies à développer forcément parce que la situation est inquiétante et les prévisions sont alarmantes. Parmi ces stratégies, il faut la prévention des infections. Et parmi les stratégies, c'est la vaccination, l'immunisation pour les maladies pour lesquelles la vaccination existe, les maladies évitables par la vaccination. Il faut promouvoir cette vaccination et communiquer parce qu'il y a, comme dans les pays du Nord, au niveau des pays du Sud aussi, le développement d'une certaine, on allait dire, catégorie de personnes qu'on allait dire des anti-vaccins, basées non seulement sur leur peut-être croyances, leur société, les croyances religieuses ou sociétales, mais aussi basées sur la communication qui est une communication parfois qui décourage parce que c'est une communication mal faite sur les réseaux sociaux et parfois la théorie du complot est vite adoptée. Il faut améliorer l'hygiène. Et c'est non seulement l'hygiène collective à travers l'assainissement, l'amélioration des conditions d'accès à l'eau potable, l'hygiène des mains qui a certainement été améliorée au début de la COVID-19 et la pratique de lutte contre les infections dans les hôpitaux. Dans la plupart des hôpitaux, nous nous organisons de plus en plus pour mettre en place les comités de lutte contre les infections nosocomiales. À côté de ces stratégies de prévention des infections, il y a la sécurisation de la filière des médicaments. Il faut que dans ces pays-là, il y ait une sensibilisation au plus haut niveau, au niveau des autorités, sur la consommation judicieuse des antibiotiques. Et pour cela, il faut la formation des prescripteurs. Il faudrait qu'il y ait des modules spécifiques parce que jusqu'à présent, dans la plupart des cursus en médecine, ces sujets-là ne sont abordés que de façon superficielle au niveau du premier cycle et des modules ne sont pas consacrés vraiment sur la prescription des antibiotiques. Et nous nous associons à la promotion de cette activité grâce à un diplôme interuniversitaire que nous avons développé entre l'Université de Montpellier et l'Université de Bobo, qui depuis 2017 forme chaque année environ 50 professionnels de la santé des pays francophones. Donc, nous regroupons chaque année à peu près 12 nationalités, 50 par promotion, et pendant 5 semaines sont formés sur la thématique. Il y a aussi la nécessité de sacraliser certains antibiotiques qui ne devraient être possibles d'accueillir que dans les structures hospitalières. Il faut prévenir la transmission de la résistance aux antimicrobiens parce que c'est l'autre problème. Une fois dépistés, les patients colonisés ou infectés par des bactéries multirésistantes devraient faire l'objet d'isolement selon des procédures. Malheureusement, les conditions dans nos hôpitaux ne les permettent pas, ce qui fait que parfois, on a de la diffusion de bactéries multirésistantes. L'hôpital est vraiment le siège de la transmission des bactéries multirésistantes et les capacités d'hospitalisation étant parfois réduites, nous avons le franchissement entre l'hôpital et la communauté pour ces bactéries multirésistantes parce que certains patients, en absence de possibilité d'hospitalisation, sont traités en communauté en dépit de leur infection par des bactéries multirésistantes. Il y a aussi la communication des informations pour le transfert des patients d'hôpital à hôpital pour éviter cette diffusion et la mise en place vraiment des stratégies thérapeutiques actuellement, comment on appelle ça, des stratégies thérapeutiques actualisées au fur et à mesure sur la base de l'épidémiologie locale
qui va permettre d'améliorer les traitements probabilistes. La dernière stratégie, c'est cette surveillance de la résistance aux antimicrobiens par le laboratoire, qui est vraiment essentielle parce que c'est grâce à la surveillance que nous allons avoir non seulement les résultats comme ce tableau le montre, ce logogramme le montre, c'est à travers le laboratoire que le patient va être très bien traité. Les résultats vont aider à nourrir la surveillance, guider les prochaines évaluations de la sensibilité par le choix d'antibiotiques adaptés, mais disponibles aussi dans le pays pour le traitement et alimenter aussi la science de la résistance aux antimicrobiens. Donc, je voulais terminer en disant que c'est le développement non seulement des ressources humaines, mais aussi des infrastructures en termes de laboratoire qui va contribuer vraiment à une meilleure lutte contre la résistance aux antimicrobiens dans les pays du Sud. Je vous remercie de votre attention. Professeur, on vous remercie de votre présentation et on va vous demander de rester en ligne parce que les questions auront lieu à la fin de cette session. Donc, si vous voulez bien avoir l'amabilité de rester en ligne. Merci. On va rester au Burkina Faso et on va accueillir Abdoul Aziz Maïga. Est-ce qu'il est en ligne ? Est-ce qu'on peut essayer de le connecter ? Je vois que... On lui laisse que quoi ? On laisse... On va peut-être faire poser quelques questions sur, voilà, sur les deux. Voilà, ça. Oui, je pense que c'est mieux. Dans ce cas-là, on va s'adapter quand même. Et donc, peut-être on va prendre le temps de lui laisser quelques minutes de se connecter, prendre quelques questions sur les deux interventions précédentes, une qui a été faite donc par mon collègue sur l'AFD et la communication actuelle sur les problèmes de la résistance aux antibiotiques. Alors, on va prendre des questions. Peut-être tu prends celui-ci, peut-être. Regarde, il y en a un qui est là, il y en a un qui est là. Juste devant. Et me dire... Oui, Yves Buisson, Académie de médecine. Je voudrais poser une question au docteur Ouedraogo, d'abord pour le féliciter pour son excellente présentation, pour remarquer que le constat qu'il fait en Afrique subsaharienne est valable pour le monde entier, puisqu'on rencontre exactement les mêmes facteurs, les mêmes effets. Souligner le fait que tout ce qu'il vient d'expliquer montre que la fuite en avant, c'est-à-dire la recherche toujours de nouveaux antibiotiques plus actifs, c'est une mauvaise voie, dans la mesure où chaque fois qu'un nouvel antibiotique a été mis sur le marché, eh bien, il y avait déjà des souches qui résistaient avant même d'avoir été en contact avec cet antibiotique. Il faut voir que le mécanisme principal de résistance, d'adaptation des bactéries aux nouveaux antibiotiques, c'est le pompe des flux. Et ces pompes des flux permettent de rejeter à l'extérieur de la cellule bactérienne à peu près tous les composés antibiotiques utilisables. J'en viens à ma question. Peut-être le facteur qui est spécifique à un certain nombre de pays comme le Burkina Faso, c'est l'existence de circuits de médicaments non contrôlés et de faux médicaments. Alors je voudrais savoir quelles sont les mesures que vous employez, que vous avez développées pour lutter contre ces faux médicaments, ces faux antibiotiques. Est-ce que vous avez entendu la question ? Oui, nous l'avons bien entendu. Merci. On vous laisse répondre à la question. Je peux aller directement ? Oui, bien sûr. Vous êtes en ligne. Okay. Oui, je suis là. Merci, monsieur, pour l'intérêt porté à notre présentation. Effectivement, le problème de la résistance, c'est essentiellement la pression de sélection due à l'utilisation des antibiotiques. Et dans notre cas, vous l'avez souligné, c'est les circuits non contrôlés.
il y a en tout cas beaucoup d'initiatives qui sont parmi lesquelles les différents, j'allais dire, objectifs du plan d'action national. Et parmi ces objectifs, ce qui concerne effectivement l'utilisation rationnelle des antibiotiques, nous avons actuellement des associations qui se sont appropriées la question et qui font de la sensibilisation dans les pharmacies. Et il y a aussi des normes techniques qui sont adressées aux autorités. Il faut reconnaître que ce n'est pas facile parce que dans nos pays, par rapport à ces circuits non contrôlés, il y a de grandes sources d'influence. C'est le fait parfois on allait dire, de personnes ayant des puissances économiques qui importent ces médicaments, qui les mettent sur les marchés parallèles, à côté des pharmacies qu'il y a. Nous avons donc des enquêtes auprès des grossistes en pharmacie pour évaluer de façon, pour avoir des résultats factuels de la quantité d'antibiotiques consommés et aussi au niveau des pharmacies pour montrer un peu le phénomène. Mais ce sont des initiatives que j'allais dire jusqu'à présent qui ne sont pas satisfaisantes parce que ce n'est vraiment pas pris au haut niveau de l'État parce qu'on sait que pour ces médicaments-là, si on s'intéressait qu'aux pharmacies, le pharmacien que je suis pourrait dire qu'il y a déjà des règles pour la dispensation de ces médicaments. Si on les respectait, on allait déjà résoudre le problème. Mais c'est moins les pharmacies que le marché parallèle, qui sont des marchés parfois d'influence qui bloquent le problème. C'est vraiment la sensibilisation qui est de mise. Merci. Une question au fond de l'amphithéâtre. Vous vous présentez, oui, s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde. Je suis Taraneh Chojaé, actuellement à la direction des relations internationales de l'APHP. Et avant, j'étais au ministère des Affaires étrangères et notamment, j'étais sur le terrain pendant le Covid en Asie du Sud-Est parce que j'étais conseillère régionale sur l'Asie du Sud-Est. Et donc, je remercie les deux interventions que je trouve très intéressantes. Alors moi, de mon expérience de terrain, notamment dans cette période de Covid, dans cette partie du monde, je retire, je dirais, un commentaire et puis aussi des interrogations. Je pense qu'on a une quantité d'informations importantes que nous partageons tous, nous connaissons tous. Ce que je note, c'est vraiment, alors vous l'avez dit, la formation, c'est très important. Mais par contre, ce que je note, c'est la formation des décideurs. Et je pense qu'on a un gap de formation, notamment pour faire passer des messages au niveau des décideurs. Et quand je parle des décideurs, ce n'est pas forcément des décideurs politiques, hein, bien évidemment, mais aussi des cadres administratifs dans les hôpitaux, dans les régions, etc., etc. Donc je pense qu'on a vraiment tous un intérêt à travailler sur ces aspects-là, parce que la connaissance existe. Et puis deuxièmement, c'est aussi une question que j'aimerais bien poser à Pierre, mon ancien collègue, c'est les articulations des initiatives. Moi, j'ai connu Ecomor, bien évidemment, qui était avant-gardiste en Asie du Sud-Est. Il y a énormément d'initiatives, autres initiatives. Et donc, comment on articule ces initiatives? Merci. Tenez, ici. Je réponds directement, c'est ça? Oui, non, merci Taraneh pour le commentaire, effectivement. Plus près du micro, s'il te plaît. J'ai vu les délais impartis, je n'ai pas développé toutes les composantes de nos projets, mais effectivement, systématiquement maintenant, dans nos projets d'appui à ces réseaux, on mettra cette composante de plaidoyer politique, mais également, comme tu le disais, d'embarquer aussi les représentants des communautés. Et dans Ecomor, il y a un work package qui est consacré à cela. Et dans la future phase d'Ecomor 3, on l'appelle maintenant Ecomor 3, on a également un focus là-dessus. Concernant la coordination des initiatives, en tant qu'ancien conseiller régional de santé mondial, je
pense qu'au niveau des positionné au niveau des ambassades, on voit passer effectivement toutes ces ambassades et toutes ces initiatives, pardon, et je pense que c'est vraiment un poste, c'est au MAE de piloter justement et de coordonner toutes ces initiatives. Au niveau de l'AFD, on n'a pas forcément une vision, je peux comparer, on n'a pas forcément cette vision sur d'autres initiatives, y compris françaises. D'où l'importance d'avoir ces échanges réguliers avec les CRSM, mais également avec la DGM et les services d'UMA pour se tenir informés de toutes ces initiatives, effectivement. Merci. Merci. Salle, encore une autre au fond. Merci. Eric. Éric Pichard, je suis infectiologue, Société francophone de médecine tropicale et santé internationale. C'est une question pour Monsieur Ouedraogo, vous m'entendez bien? Oui. Alors, merci. La question est la suivante. Qu'est-ce que vous pensez en termes de résistance de la délivrance en grande quantité d'antibiotiques? On va prendre le cas de l'azithromycine. Dans les programmes internationaux de traitement de masse, par exemple du trachome, de l'onchocercose ou de la réduction de la mortalité, et de leur implication sur l'antibiorésistance. Est-ce qu'on fait une folie? Est-ce que c'est sans danger? Est-ce que vous en voyez déjà l'émergence de résistance au cours de ces programmes? Oui, tout à fait. Cette utilisation en masse de cet antibiotique, qu'on allait dire, faisant partie aussi des antibiotiques qu'on allait dire des derniers recours, parce que l'azithromycine, pour les grammes positifs, les cocci, c'est vraiment des antibiotiques qui sont qu'on a dit des réserves ou des derniers paliers. Et nous pensons que c'est un grand risque. C'est un grand risque parce que tout simplement, nous avons des études qui ont montré l'impact de l'utilisation de cette azithromycine dans les populations pédiatriques et sur les infections à pneumocoque, sur les méningites et sur d'autres infections. Vraiment, c'est de façon, j'allais dire, scientifique comme ça, j'allais dire que c'est une incapacité de nos structures de freiner cette option qu'on allait dire une option de santé publique qui fait que le phénomène continue. Sinon, nous apercevons de façon pratique sur le terrain les conséquences de cette utilisation de masse de l'azithromycine. Malheureusement, ce sont des stratégies de santé publique sur lesquelles nous avons fait des alertes, mais parfois, je pense qu'au niveau politique, c'est cette notion de santé publique, comme nous ne sommes pas en traitement entre guillemets personnalisé, c'est des options qui sont parfois acceptées comme ça. Donc, je pense qu'il y a danger. S'il faut répondre, en tout cas, il y a danger pour l'utilisation de ces antibiotiques. On va prendre une dernière question parce que je pense que l'orateur qui était prévu est en train de se connecter. Donc, on va vous laisser la parole pour une question courte, s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'ai fait beaucoup de kilomètres pour que ma question soit très, très courte. Je suis Dr Socéphale, sous-directeur général de l'OMS, en charge des épidémies, des urgences humanitaires au niveau mondial. Et je suis surtout un ancien du Pharo, raison pour laquelle je suis fidèle à ces conférences, ancien élève du professeur Gentilini, Martin Danis, Baudon, tous et autres. Donc, pour la présentation de Pierre Croisier, je voulais juste renforcer l'importance d'appuyer la surveillance intégrée des maladies avec l'approche One Health, surtout dans les pays africains. Comme vous le savez, pratiquement 80% des épidémies en Afrique sont liées à des zoonoses. Et tous les 3 jours, il y a une nouvelle épidémie qui est détectée. Je ne parle pas des épidémies qui ne sont pas détectées. Et c'est vraiment en lien aussi avec la présentation du professeur Ouedraogo, à qui je vais poser une question, surtout par rapport à l'intégration de la surveillance de la résistance aux antimicrobiens avec l'approche One Health. Sur le plan institutionnel, qu'est-ce qui a été mis en œuvre pour avoir une approche proactive dans le secteur de la santé animale où les antibiotiques sont beaucoup utilisés? Merci. Merci beaucoup.
Merci, c'est tout un honneur pour moi de répondre à cette question, mais avant, je pense que notre grand aîné, le professeur Socéphale, a fait référence à des aînés. Il est de mon devoir aussi de lui rendre hommage parce que je ne l'ai pas trouvé à l'école militaire de santé de Dakar, par où je suis passé, mais ce sont des noms qui ont nourri notre ambition. Ce sont des personnes dont le parcours a été un exemple pour nous en termes d'encouragement personnel et de réconfort pour le cursus que nous avons suivi. Cher grand aîné, c'est vraiment avec honneur que je voudrais essayer d'apporter des éléments à votre question. Effectivement, consécutivement à la mise en place des plans d'action mondiaux pour la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, les pays se sont organisés et des plateformes One Health se sont mises en place. Conscient que la lutte contre la résistance aux antimicrobiens ne devrait pas se faire seulement dans le domaine humain, il y a des plateformes One Health et au niveau des pays, ces plateformes One Health sont placées sous le leadership de la primature pour la majorité de nos pays, parce que faisant intervenir plusieurs ministères, 3 de façon générique, mais dans certains pays, ça peut aller jusqu'à 4. Donc, le ministère de la Santé qui s'occupe de tout ce qui est aspect de la médecine humaine, le ministère de l'Agriculture pour tout ce qui est environnement, quand ce ministère a la charge de l'environnement, et le ministère des ressources animales et halieutiques pour tout ce qui est vétérinaire. Et dans ces plateformes One Health, dont le leadership est tournant, il y a vraiment des échanges et des activités, et notamment des études qui sont menées ensemble avec les différents experts des domaines. Et l'une des études emblématiques est l'étude tricycle de l'OMS, qui est une étude qui permet d'évaluer le niveau de résistance de Escherichia coli, qui est la bactérie la plus, fréquente en termes d'infection, et sa résistance avec le profil bêta-lactamase aspect élargi, qui est aussi l'un des mécanismes de résistance les plus diffusés et qui pose vraiment des sérieux problèmes dans nos pays. Donc la plateforme One Health est activée, qui est une plateforme vraiment qui nous fait apprendre, nous, de la médecine humaine, comment est-ce que ça se passe dans le domaine vétérinaire. Mais je finirai en disant que c'est une occasion aussi de développer cette plateforme One Health-là, les laboratoires vétérinaires et au niveau de l'environnement. Mais dans la plupart des pays, il n'y avait presque pas de laboratoire qui faisait du diagnostic d'infection chez les animaux. Il n'y avait pas de laboratoire de microbiologie. Donc, il y a quelques pays qui sont développés là-dessus, en l'occurrence le Sénégal et les pays d'Afrique du Nord. Donc, ce sont des occasions d'exemple et d'implémentation de structures. Donc, voici pour cette réponse. Et ça me fait un pincement au cœur de n'être pas venu à Marseille pour rencontrer vraiment toutes ces personnes que nous lisons dans les documents et en l'occurrence notre grand aîné. Merci beaucoup. Merci. Donc, notre orateur est en ligne, a priori. Donc, on va remercier les 2 orateurs précédents et qui pourront continuer la discussion peut-être à la pause. Donc, est-ce que M. Abdoulaziz Meiga, vous êtes en ligne avec nous? Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais juste faire une courte présentation, puis après, on va vous donner la parole. Donc, vous êtes entomologiste, vous finissez votre doctorat à l'université Joseph Kizerbo, donc du Burkina. Vous avez une formation en épidémiologie à Seattle, et vous avez travaillé au CERMES, en particulier sur la fièvre de la vallée du Rift. Et vous êtes surtout, c'est extrêmement important, le cercle des jeunes tropicalistes de la revue, ouvrez les guillemets, de la Société francophone de médecine tropicale et de santé internationale. Donc à ce titre-là, comme jeune chercheur, on va vous donc laisser la parole et vous allez nous parler de la capacité des programmes de lutte antivectorielle dans l'alerte et la détection précoce des épidémies de la maladie vectorielle en Afrique de l'Ouest. Donc c'est un titre qui est assez long, mais je vais vous demander d'avoir une présentation plus courte par contre. Donc voilà, on va vous donner 15 minutes, normalement c'est 20 minutes, et donc je vais vous demander, s'il vous plaît, de bien vouloir rétrécir un peu votre présentation. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président de session. Donc, c'est un grand honneur pour moi de présenter cette communication avec vous. Donc,
comme vous disiez, donc, mon intervention serait sur la capacité des programmes nationaux de lutte antivectorielle dans l'alerte et la détection précoce des épidémies de maladies vectorielles en Afrique de l'Ouest. Donc, pour aller très vite, en introduction, je dirais que 80% de la population mondiale sont à risque de contracter une maladie vectorielle. Le fardeau est beaucoup plus élevé dans les zones tropicales et subtropicales du globe et affecte surtout les populations pauvres. Ces maladies vectorielles, 17% des maladies infectieuses, avec plus d'1 milliard de cas et plus d'1 million de décès chaque année. Certaines maladies vectorielles comme le chikungunya, la leishmaniose ou bien la fièvre lymphatique peuvent causer des séquelles à long terme. Donc, causer des souffrances chroniques, immobilité à vie ou bien une invalidité. Ces maladies vectorielles, chez les animaux de ferme, peuvent causer de pertes à hauteur de milliards de dollars. De pertes en agriculture, en animaux et puis en productivité. Et ensuite, conduire ainsi à une insécurité alimentaire. Ces maladies vectorielles, leur distribution est liée à plusieurs facteurs, dont les principaux sont le facteur démographique, comme la structure de la population, le niveau d'urbanisation, le facteur environnemental, comme le changement climatique et tous les effets corollaires, la déforestation et aussi les facteurs sociaux, comme la pauvreté, la difficulté d'accès aux soins de santé, faible accès à l'eau potable et les pratiques agricoles. Le contrôle et la détection précoce des épidémies est une nécessité dans le pays à ressources limitées comme ceux de l'Afrique de l'Ouest. Mais pour préserver les populations des dangers de ces maladies vectorielles, cela exige un système de surveillance robuste et des interventions efficaces. De manière résumée, le système de surveillance doit être capable de collecter et analyser des données pour produire des informations, les disséminer et ou bien les transmettre auprès des décideurs, lesquels décideurs assurent la mise en œuvre des décisions de santé publique, des stratégies de prévention et de contrôle. Pour résumer un peu de la surveillance, donc je vous présente ici ces graphes où nous avons les différents éléments ou bien les ingrédients On ne vous entend plus. On est resté à ingrédients. Est-ce que vous nous entendez? Il est toujours en connecté. Pour le moment, on voit bien votre nom qui apparaît. J'avais une connexion. Voilà. Be back. On vous a perdu, Voilà. on vous a perdu quelques instants. Les ingrédients sont... Ingrédients. Oui, justement, j'ai un souci de connexion. Je suis vraiment désolé pour ça, mais on va essayer d'avancer. Donc, peut-être il nous fait une synthèse. On vous a de nouveau perdu. Est-ce que vous m'entendez? oui, je